Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième petite vidéo sur la communication alternative et améliorée. Je m'appelle Marie Voisin-Dubuis et je suis orthophoniste en Bretagne. Il y a 2 semaines, nous avions essayé de savoir par quelles images commencer et notamment la question du choix entre des photos et des pictogrammes. Et nous en étions arrivés à la conclusion qu'il est bon de ne pas se limiter à des photos qui limiteraient nos outils de communication. Alors, souvenez-vous, dans notre première vidéo, nous en arrivions à la conclusion qu'il était essentiel de présumer des compétences des personnes et de leur proposer un outil de communication, car c'est l'exposition à cet outil, son utilisation, qui va permettre à la personne de se l'approprier. Alors, nous savons donc maintenant qu'il nous faut un ou plusieurs outils de communication, que nous pouvons utiliser des pictogrammes, et nous savons également que pour que la personne s'approprie l'outil, c'est en l'utilisant avec lui, en lui montrant comment faire, qu'elle va apprendre à l'utiliser. Mais alors, quel outil choisir? Combien de pictogrammes ajouter? Comment? Quelle progression proposer? Alors, il existe un certain nombre de méthodes d'outils de communication alternative et améliorée, des outils qui sont déjà créés, donc avec des grilles déjà conçues, ou alors des outils qui permettent de créer des tableaux de communication. Il existe des outils qu'on dit de basse technologie, c'est-à-dire des outils papier, sous forme de classeurs, de carnets, etc. Et des outils dits de haute technologie, c'est-à-dire des outils high-tech, des logiciels, des applications sur tablette, etc. Alors, mon objectif n'est surtout pas ici de vanter les mérites d'un outil ou d'un autre, de faire de la publicité. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent pousser à utiliser un outil ou un autre. Ceci étant, nous allons parler aujourd'hui des outils dits robustes. C'est un mot que vous avez peut-être déjà lu sur les réseaux sociaux sans bien trop savoir de quoi il s'agit. Quand on parle d'outils robustes, on ne parle pas de la solidité matérielle de l'outil, même si elle est importante à considérer souvent. On parle de différentes autres choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un outil robuste? Parlons d'abord du vocabulaire qui est inclus dans l'outil. Dans un outil robuste, on va trouver un grand éventail de vocabulaire qui va inclure du vocabulaire de base, du vocabulaire spécifique et du vocabulaire personnel. Alors, le vocabulaire de base, ce sont les mots les plus utilisés dans nos conversations courantes. Dans ce vocabulaire de base, il y a peu de noms, peu de substantifs. Il y a des pronoms, des conjonctions de coordination, des prépositions, etc. Petite révision de grammaire. Du coup, c'est un vocabulaire qui n'est pas très facile à représenter avec des pictogrammes. On dit qu'il est moins iconique, peut-être un peu moins facile à apprendre, mais c'est le vocabulaire qui est vraiment essentiel pour tenir une conversation. Voilà. On dit qu'il représente à peu près 80% des mots qu'on utilise dans les conversations courantes. Le vocabulaire spécifique, ce sont les mots qui sont relatifs à des thèmes précis. Par exemple, dans le vocabulaire de la cuisine, on va retrouver tous les ingrédients, tous les ustensiles et des actions vraiment spécifiques à la cuisine, mélanger, verser, spécifiques à la cuisine, mais voilà, qui sont vraiment utilisés spécialement dans cette activité-là. Et le vocabulaire plus personnel, lui, il est lié aux intérêts de la personne. C'est le vocabulaire qu'on va co-construire avec elle. On va ajouter pour l'une une page avec des pictogrammes sur Star Wars parce qu'elle en est fan, ou pour une autre, ce sera la Reine des Neiges, pour les voitures parce que c'est vraiment son dada, etc. Et dans ce vocabulaire, quel qu'il soit, on trouvera à la fois des noms, des adjectifs, des adverbes, des pronoms, etc. C'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir tout dire. Et ce vocabulaire dans l'outil, il sera organisé d'une certaine façon qui sera cohérente, c'est-à-dire qu'on retrouvera la même logique dans tout l'outil, tout le classeur ou toute l'application. C'est ce qui va permettre à la personne, mais aussi à ses interlocuteurs qui seront amenés à utiliser l'outil, de se repérer facilement et de s'approprier l'outil facilement. Voilà. Dans un outil robuste,
on va trouver des possibilités grammaticales et morphosyntaxiques, c'est-à-dire la possibilité de conjuguer les verbes selon la personne à différents temps, de permettre la mise en place de structures syntaxiques qui sont riches, variées, les flexions du pluriel, etc. Ensuite, l'organisation d'un outil robuste sera stable. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Je m'explique. Il existe différents outils de communication dans lesquels les pictogrammes sont scratchés, par exemple, sur des bandes velcro amovibles afin de pouvoir être manipulés, ce qui peut avoir un intérêt pour certaines personnes. Le problème, c'est que ces pictogrammes ne sont de ce fait pas toujours positionnés à la même place et l'utilisateur est donc amené à chercher sans cesse à retrouver dans son outil ce qu'il a à dire. Sans compter le risque de perte de pictogrammes. Je me souviens d'un classeur, d'un enfant que j'ai suivi. Entre la porte de mon bureau et mon bureau, il avait déjà perdu 3 pictos parce que les scratchs, ça s'use et que forcément, au bout d'un moment, ça tombait. Et donc, on ne savait pas forcément lesquels il avait perdu. Donc, quelquefois, il cherchait, et il ne trouvait pas le pictogramme qu'il voulait parce qu'il avait été perdu. Voilà, il existe aussi des applications de communication gratuites qui permettent de créer des grilles de pictogrammes. Malheureusement, celles-ci ne sont pas souvent stables et les pictogrammes bougent au fur et à mesure des ajouts. Donc, on va rajouter des nouveaux pictogrammes et puis en fait, tous les pictogrammes vont se décaler, par exemple. Et le problème, c'est que l'automatisation du geste, dont on avait parlé dans une vidéo précédente, est rendue très difficile, puisque à chaque fois qu'on fait évoluer l'outil, on ne retrouve pas les choses au même endroit. Un outil robuste va permettre la communication dans diverses situations de communication. Il faut vraiment avoir en tête que communiquer, c'est dans plein de situations du quotidien, pas uniquement pour faire des demandes ou choisir quelque chose, mais ça va être aussi poser des questions, demander quelque chose, raconter un événement, parler de quelque chose qui va arriver, répondre à une question qu'on nous a posée, refuser ou accepter quelque chose, faire des commentaires, etc. Il y a plein de choses plein de situations de communication différentes qu'il faut pas oublier. Voilà, je pense à un enfant aussi que j'ai connu qui nous disait miam miam à chaque fois qu'on passait dans le couloir. Et en fait, si dans son outil, il n'y avait eu que le mot manger, on aurait pu s'arrêter à l'idée qu'il voulait nous demander à manger, alors qu'en fait, peut-être qu'il voulait nous demander quand est-ce qu'on va manger, avec qui je vais manger, où est-ce que je mange, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que tu as mangé ce matin, ou alors nous raconter j'ai mangé quelque chose de très bon hier, etc. Donc voilà, les situations de communication, si on ne les prend pas toutes en compte, eh ben la communication va se réduire et ce ne sera plus un outil suffisamment robuste. Et enfin, dans un outil robuste, on trouve un moyen d'accéder à un clavier pour écrire, que ce soit sur un outil papier ou sur une application de communication. C'est important qu'on ouvre la personne à l'écrit et à la littératie. Voilà, vous l'aurez compris, un outil robuste, il est rapidement assez bien rempli parce qu'il n'est pas limité à ce qu'on pense être nécessaire pour la personne maintenant et ni à ce qu'on est sûr que la personne maîtrise maintenant. On anticipe sur ses besoins à venir. Voilà, on ne peut pas envisager de se dire qu'on va commencer à proposer un outil, passer du temps et beaucoup d'énergie à apprendre à s'en servir, puis en changer totalement parce que ce n'est pas suffisant. Voilà, encore une fois, mon objectif n'est pas de faire de la publicité pour un outil ou un autre. Donc, j'ai volontairement pas nommé d'application ou d'outils existants. Les critères de choix sont multiples. Ça va être un choix entre un outil de haute ou de basse technologie, un moyen d'accès à l'outil, voilà, c'est-à-dire les capacités de pointage, d'accès à la tablette ou à l'ordinateur, etc. La taille des grilles, qui sont souvent vraiment très liées aux capacités de pointage. La préférence pour un système de gestion ou un type de tablette, est-ce que ça va être Android, Apple, etc.
mais aussi la logique dans l'organisation du vocabulaire, le fonctionnement de la morphosyntaxe, les possibilités de personnalisation et d'accès à l'écrit, etc. Et sachant que les propositions de voix pour les outils de haute technologie dans les applications ne doivent non plus pas être négligées. Il faut vraiment que la voix elle soit adaptée à la personne qui va être amenée à utiliser l'outil. Que ce soit une voix d'enfant si c'est un enfant, etc. Voilà, j'espère avoir éclairé tous ceux qui s'interrogeaient sur ce que pouvaient être ces fameux outils robustes dont on parle tant. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour un autre instant CAA.